La guerre de 30 ans est un conflit qui a opposé pendant 30 ans les principautés catholiques et protestantes du Saint-Empire romain germanique. C'est un conflit qui a pesé dans l'histoire actuelle, mais pour le comprendre, il faut tout d'abord savoir ce qu'est le Saint-Empire romain germanique. Donc le Saint-Empire, en 1600, englobait, comme son nom l'indique, l'actuelle Allemagne, mais aussi l'Autriche, la République tchèque, la Belgique, une partie de la Pologne, de la France et d'Italie. Bref, c'est un très grand pays d'Europe centrale. Si on pouvait appeler ça un pays. En effet, contrairement à la France, au XVIIe siècle, le Saint-Empire, c'est plus une confédération d'États indépendants qu'un véritable empire centralisé. Parmi les principaux princes de l'Empire, on peut noter l'Autriche, le Brandebourg-Prusse, la Saxe, la Bavière, mais l'Empire compte une voire plusieurs centaines de principautés qui peuvent se faire la guerre tout en ayant un territoire ridiculement petit. Cette situation est tellement ancrée dans l'histoire allemande qu'ils ont un mot pour ça, le Kleinstadtreich. Ça se traduirait approximativement par morcellement politique, mais c'est pas exactement ça. Maintenant, vous comprenez à peu près la structure de l'Empire. Mais qui le dirige? Eh ben, c'est l'empereur qui dirige l'Empire. Oui, c'est évident, mais ce n'est pas un empereur comme les autres. Déjà, il a un pouvoir assez minime, tant au niveau politique qu'économique et militaire. L'empereur doit compter avant tout sur ses territoires propres pour maintenir son économie et donc son armée. Cet empereur est aussi un peu particulier par la façon dont il arrive au pouvoir. Il est élu à vie, pas par le peuple, hein. Faut pas rêver au XVIIe siècle, la démocratie c'est pas à la mode. Donc l'empereur est élu par les princes électeurs. Les princes électeurs, c'est 7 dirigeants d'états membres du Saint-Empire qui ont des droits supplémentaires sur les autres états. Donc pour résumer, le Saint-Empire romain germanique, c'est une confédération qui comporte 3 niveaux de princes. Les princes lambda, les 7 princes électeurs, et enfin l'empereur. L'empereur a des pouvoirs plutôt faibles. Donc là, c'est bon. Vous comprenez les bases du Saint-Empire au XVIIe siècle, juste avant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans oppose les catholiques aux protestants. Le protestantisme a été fondé en 1517, 100 ans avant le début de la guerre de 30 ans. En fait, en 1618, l'Empire ne s'est pas encore totalement adapté à cette branche du christianisme. L'Empire est donc divisé entre les princes protestants, majoritairement au nord, et les princes catholiques, au sud, qui sont menés par l'empereur, aussi archiduc d'Autriche. Il y a de fortes tensions entre les deux groupes, et un événement va déclencher la guerre. Cet événement, c'est la défenestration de Prague. Alors que la Bohême, c'est autrichien, 2 représentants de l'archiduc d'Autriche, catholiques, sont défenestrés par la noblesse protestante bohémienne. La défenestration de Prague marque le début de la révolte bohémienne. L'empereur peut compter sur le soutien de son cousin, le roi d'Espagne, et de certains états catholiques du Saint-Empire. La Bohême révoltée a fait du comte de Palatinat, protestant, son roi. Elle compte donc logiquement sur son soutien, ainsi que sur celui de quelques princes protestants de l'Empire. Mais les protestants sont très rapidement vaincus. En 1620, le comte du Palatinat est exilé. La Bohême perd le peu d'autonomie qu'elle avait et repasse sous le contrôle total de l'archiduc d'Autriche. Les leaders de la révolte sont exécutés. Vous devez penser que c'est la fin de la guerre, mais non. Certains protestants ont continué la guerre et continuent à se battre. Ils ne peuvent compter sur le soutien d'autres puissances européennes capables de concurrencer l'Espagne et l'Autriche. Du moins jusqu'en 1925. À cette date, le souverain protestant du Danemark, qui gouverne aussi la Norvège, intervient dans le conflit. C'est le début de ce qu'on appelle la période danoise. Les protestants sont tout contents d'enfin compter une puissance européenne dans leur rang, mais ils perdent plusieurs batailles en 1626 et en 1629, le Danemark est obligé de signer la paix. C'est la fin du Danemark en tant que puissance européenne et de la période danoise. L'empereur en profite pour durcir sa politique envers les protestants. Donc, les protestants sont à nouveau sans soutien. Et quelqu'un va encore les aider. Ce quelqu'un, c'est Gustave Adolphe, roi protestant de Suède. C'est le début de la période suédoise. Notre cher Gustave, s'il s'implique, c'est pas juste parce qu'il est gentil, qu'il veut aider ses amis. Non. Déjà, il voit d'un mauvais œil que les catholiques prennent le contrôle de l'Allemagne du Nord, alors qu'il est protestant. De plus, il convoite certains territoires du nord de l'Allemagne. Par chance, pour les protestants, Gustave, c'est un très bon stratège. Cette fois, les Suédois dominent et gagnent plusieurs batailles. En 1632, Gustave meurt sur le champ de bataille, et les Suédois continuent de guerroyer. Finalement, les catholiques reprennent l'avantage en 1934. Bien que les Suédois ne soient pas sortis du conflit, l'empereur parvient presque à créer une paix, c'est sans compter l'intervention française en 1625. Mais pourquoi les Français rentrent en guerre du côté protestant? Louis XIII, qui est roi de France, n'est-il pas catholique? Ce n'est donc pas pour des raisons religieuses qu'il intervient dans la guerre de 30 ans. Non, c'est pour des raisons politiques. Si l'empereur met définitivement la main sur le Saint-Empire, la France sera entourée à l'est par l'archiduc d'Autriche et au sud par le roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne est le cousin de l'archiduc d'Autriche. En fait, ils sont tous les deux de la même famille, les von Habsburg. Et Louis XIII veut à tout prix éviter d'être entouré par les Habsburg. C'est pourquoi il rejoint les protestants du Saint-Empire en difficulté, alors qu'il lutte contre les protestants français. Cette période commence d'abord sur une domination impériale.
La Suède perd l'avantage qu'elle avait en Allemagne, et la France ne décroche pas de grande victoire. La situation tend vers une égalité des forces jusqu'en 1642, où la France prend l'avantage. Pendant ce temps-là, les cadavres s'empilent et les morts se comptent par millions. La guerre ne s'arrête qu'en 1648, par la bataille de Lens, où les Espagnols se font violemment battre. La guerre se clôt officiellement par le traité de Westphalie. L'Empire est définitivement séparé en plus de 300 principautés. Le traité stipule plusieurs changements territoriaux, notamment en faveur de la France et de la Suède. Finalement, la grande gagnante de la guerre, c'est la France. Elle a affaibli ses rivaux espagnols et autrichiens. Mais la guerre a eu bien d'autres conséquences. On compte 5 millions de morts, alors que le Saint-Empire compte, à cette époque, entre 15 et 20 millions d'habitants. De plus, l'Espagne et les États allemands sont très affaiblis économiquement par le conflit. Cette guerre installe un nouveau rapport de force entre les puissances européennes et sonne le glas de la puissance du Saint-Empire.